Plus tu creuses profondément, plus il devient sombre. Voici Osiris, le fondateur et le premier roi d'Égypte. C'est lui qui a amené son peuple en Égypte. Il est le père d'Horus, le frère de Seth, le frère et le mari d'Isis. Les Grecs ont pris la méthodologie égyptienne et l'ont vénéré en changeant son nom en Opis Hadès. Plus tard, les Romains l'ont adopté comme l'un de leurs dieux, ont changé son nom en Dionysos et en ont fait le dieu de la guérison. Il est à l'origine éthiopien, il vient du sud profond d'où vient le fleuve Nil. L'historien grec Diodorus Siculus a écrit ceci: les Éthiopiens disent que les Égyptiens sont des colons d'entre eux et qu'Osiris était le chef de la colonie. Les coutumes des Égyptiens, disent-ils, sont pour la plupart éthiopiens, les colons ayant préservé leurs vieilles traditions. Il a ajouté, ils disent aussi que les Égyptiens sont des colonistes envoyés par les Ethiopienes, Osiris ayant été le chef de la colonie. Pour parler généralement, ce qui est maintenant l'Égypte, affirme-t-il, n'était pas la terre mais la mer quand au début l'univers se formait. Par la suite, toutefois, alors que le Nil pendant les temps de son inondation transportait la boue d'Éthiopie, les terres ont été progressivement construites à partir du gisement. Aussi la déclaration selon laquelle toute la terre des Égyptiens et de la limon alluviale déposée par la rivière reçoit la preuve la plus claire, selon eux, de ce qui se passe au débouché du Nil, car comme chaque année, une nouvelle boue est continuellement rassemblée à l'embouchure du fleuve, la mer est observée en arrière par le limon déposé et la terre qui reçoit l'augmentation. Et la plus grande partie des coutumes des Égyptiens sont, ils tiennent, éthiopiens, les colons préservant encore leurs anciennes manières. Il a écrit ça il y a 2000 ans et c'est toujours en cours. Le fleuve Nil transporte toujours des boues de l'Éthiopie à l'Égypte. Le gouvernement égyptien vend ces boues à certains pays arabes déserts. L'une des raisons pour lesquelles l'Éthiopie a construit le barrage est d'empêcher la boue de sortir n'importe où. Il a écrit ceci à nouveau: l'Égypte elle-même était une colonie d'Éthiopie et les lois et les scripts des deux terres étaient naturellement les mêmes, mais le script hiéroglyphe était plus largement connu des vulgaires en Éthiopie qu'en Égypte. Source: Diodorus Siculus, Bibliothèque Historica, ou Bibliothèque d'Histoire. Les Éthiopiens le savent aussi. Dans les anciens livres éthiopiens, ils ont mentionné cette même histoire et ont dit que les anciens Misra, égyptiens, sont leur peuple envoyé par leur homme, Osi. Au fait dans l'histoire éthiopienne, il s'appelle Osis, il est connu sous le nom d'Osi. L'un des historiens et philosophes de l'Éthiopie bien connu, le professeur Fikret Tolosa, Ph.D., a déclaré ceci dans son livre, les Égyptiens indigènes étaient des Éthiopiens. Osi était le leader de la migration, ils ont suivi Abay, rivière du Nil, et s'y sont finalement installés. Le livre s'intitule « De l'Éthiopie à l'Égypte », il n'est pas encore traduit en anglais. Si quelqu'un peut lire l'amharique, je vais indiquer le livre. Les Égyptiens sont des colons envoyés par les Éthiopiens, Osiris ayant été le chef de la colonie. Osiris rassemblait une grande armée, avec l'intention de visiter toutes les terres habitées et d'enseigner à la race des hommes comment cultiver, car il supposait que s'ils faisaient renoncer aux hommes à leur sauvagerie et à adopter une vie douce, ils recevraient des honneurs immortels. Ils étaient les premiers, et disent que les preuves de cela sont claires. Le fait qu'ils ne sont pas arrivés en tant qu'immigrés mais qu'ils sont les natifs du pays et donc à juste titre appelés autochtones est presque universellement accepté. Que ceux qui vivent dans le sud soient probablement les premiers engendrés par la terre est évident pour tous. Ils écrivent en outre que c'est parmi eux que les gens ont d'abord appris à honorer les dieux et à offrir des sacrifices, à organiser des processions et des festivals et à accomplir d'autres choses par lesquelles Héru Emake qui se traduit à Héru on the Horizon est l'un des plus vieux et plus grands monuments au monde. Selon l'anthropologue Robert Shore, le grand sphinx est beaucoup plus vieux que la date donnée par les égyptologues conventionnels et pense qu'il a au moins 12 000 ans. Le visage est africanoïde qui avec un pronatisme fort, de grandes lèvres pleines et un nez plein qui a été défiguré. Tous ceux qui débattent de la composition ethnique des anciens Égyptiens d'origine et les preuves les plus fortes sont en train de les regarder en face tout le temps. Parmi les facteurs qui ont causé des intempéries anciennes au Sphinx, un seul, les précipitations, était plus importante au cours de ces siècles qu'après. Les pluies de la transition climatique interglaciaire ont diminué au cours du 3e millénaire, mais étaient encore plus importantes que les pluies qui sont tombées depuis. Le Sphinx aurait pu s'éroder dans la dernière moitié du 3e millénaire à cause des pluies qui ont augmenté la fréquence et la gravité de l'exfoliation. Un peu ironiquement, une date conventionnelle pour le Sphinx dépend donc autant des précipitations que pour une date antérieure. Dominique Vivant Denon, mesure du Sphinx de Gizeh, 29 décembre 1799. Vivant Denon a dessiné cette image du Sphinx de Gizeh vers 1798. Cette image et ce qu'ont écrit une partie de la collection proviennent du numéro de 1803 de Universal Magazine. De ce même magazine, voici le conte écrit dans les propres mots de Denon.
Bien que ses proportions soient colossales, le contour est pur et gracieux, l'expression de la tête est douce, gracieuse et tranquille, le caractère est africain, mais la bouche et les lèvres sont épaisses, a une douceur et une délicatesse d'exécution vraiment admirables, cela semble vraiment la vraie vie et la chair. L'art a dû être à un point élevé quand ce monument a été exécuté, car, si la tête veut ce qu'on appelle le style, c'est-à-dire les lignes droites et audacieuses qui expriment les figures sous lesquelles les Grecs ont désigné leur divinité, pourtant une justice suffisante a été rendue à la fine simplicité et au caractère de la nature qui s'affiche dans cette figure. Guillemets double. Sphinx peut vraiment être un Africain noir, New York Times, 1992. Dans The Case of the Missing Pharaoh, op-ed 27 juin, John Anthony West montre que le Sphinx ne ressemble pas au pharaon du vieux royaume Chephren, l'attribution traditionnelle. Les techniques d'analyse que lui et l'inspecteur Frank Domingo ont utilisées sur les photographies faciales ne sont pas différentes des méthodes que les orthodontistes et les chirurgiens utilisent pour étudier les défigurations faciales. À partir du traçage latéral droit du profil usé de la statue, un modèle de pronatisme bimaxillaire est clairement détectable. Il s'agit d'une condition anatomique du développement vers l'avant dans les deux mâchoires, plus fréquemment trouvée chez les personnes d'ascendance africaine que chez les personnes d'origine asiatique ou indo. La sculpture de Chephren au musée du Caire a les proportions faciales, attendues d'un proto-européen. Ainsi, le sphinx est probablement une représentation faciale d'un Africain noir. Considérant que le peuple de l'Égypte ancienne est dérivé d'un mélange ancestral d'Africains et de Méditerranée, l'analyse des tissus mous faciaux de ce légendaire homme-lion soutiendrait une origine beaucoup plus ancienne pour le sphinx, alors que les Africains ont peut-être dominé la région. Sheldon Peck Newton, Mass., 3 juillet 1992. L'auteur est orthodontiste.